Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce dernier 19h de la semaine dans lequel nous reviendrons ce soir sur cette grande mobilisation du territoire dans la lutte contre les violences faites aux femmes. À la veille de la journée mondiale contre ce phénomène, plusieurs manifestations ont été organisées dans l'ensemble du département. Le point au cours de votre journal. Bienvenue à tous, voici les titres de votre JTM. À la veille de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l'ACFA va organiser ce matin un séminaire sur les violences au travail. Objectif, informer les professionnels sur ce sujet encore trop souvent tabou. Focus sur les différentes formes de violence au travail et sur les solutions existantes en ouverture de votre journal. L'association Narikem Sada a consacré cette journée de vendredi à sensibiliser sur une maladie qui reste taboue à Mayotte, le VIH-Sida. Réunion sur la prévention des risques sexuels avec les CCAS de Lille, concours de Mbiwi géant, les professionnels comme le grand public ont pu échanger autour de cette maladie. Reportage. El Aminchek, kickboxer de 22 ans, participera samedi prochain au gala international du BLR Fight à l'île de la Réunion. Un rendez-vous où les plus grands boxeurs de la région vont s'affronter. L'occasion pour Mayotte de montrer ses atouts dans un sport populaire au sein de la région Océan Indien. Focus à la fin de cette édition. Nous sommes à la veille de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. À cette occasion, le 101e département est mobilisé pour lutter contre ce fléau. Durant une semaine, des manifestations seront organisées dans l'ensemble de l'île. Ce matin, le cinéma Alpajo accueillait un colloque destiné aux professionnels sur les violences au travail, un phénomène présent à Mayotte dont de nombreuses victimes n'osent dénoncer. Un tabou qui a donc fait l'objet d'une table ronde. Il faut rappeler que l'employeur a une obligation de protection de la santé physique et mentale de ses employés. Présentation des différentes formes de violence au travail et ses solutions existantes avec Adèle Laurent. La première, ce serait la discrimination, qui peut être une discrimination à l'embauche et qui peut être une discrimination sur un poste de travail, notamment, le plus souvent, c'est sur la durée du travail. La durée du travail où on va donner très souvent des postes à temps partiel plus à des femmes qu'à des hommes. On passera après sur une deuxième phase qui peut être le harcèlement moral, et ça peut être des critiques, ça peut être des remarques désobligeantes, notamment aux femmes, sur une façon de s'habiller, sur une façon de parler, sur une façon de travailler. Par contre, il faudra que ce soit répété pour que ça devienne du harcèlement. C'est pas forcément par l'employeur, ça peut être par un chef de service ou par des collègues de travail. Voilà. Pour le harcèlement sexuel, ce sera la même chose, à la différence que là, ce sera des gestes, des plaisanteries grivoises, poser des questions sur l'intime de la personne. Les discriminations, le harcèlement moral et sexuel, autant de violences au travail inacceptables dont sont plus particulièrement victimes les femmes. 3 niveaux de violence pour lesquels le Code du travail de droit commun applicable au 1er janvier à Mayotte prévoit des sanctions pouvant aller de 2 à 3 ans de prison et de 30 à 45 000 € d'amende. Et ce matin, devant une salle malheureusement loin d'être comble, Maître Yannis Swahili a rappelé l'importance de produire des preuves lorsque l'on porte plainte. Cela peut aller du témoignage de collègues à l'enregistrement de la personne accusée à son insu. Et l'avocat a ce matin pris l'exemple d'une femme harcelée par son patron. Vous pouvez par exemple aller sur l'ordinateur du patron, imprimer, rentrer sur sa boîte mail, voler et le rapporter devant la justice. Ce mode de preuve sera reçu. Ce mode de preuve sera reçu. À partir du moment où vous êtes parti, vous faites ce que vous voulez. Même si vous allez voler un document, ce mode de preuve sera reçu. Je sais que Mayotte, on est dans un contexte un peu particulier, c'est tout petit, tout le monde se connaît, on a peur de telle ou telle personne, mais il faut savoir qu'à partir du moment où la victime ne porte pas plainte, la justice ne va pas s'autosaisir. Donc il faut comprendre que c'est vrai, c'est délicat, on a peur des répercussions aussi bien au niveau professionnel, au niveau social, au niveau familial, mais quand on est victime de ce genre de fait, il ne faut pas avoir honte. Il faut oser, il faut en parler.
en parler, et cela peut être à la gendarmerie, à la police, au procureur de la République ou au tribunal du travail, mais aussi aux organisations syndicales, aux médecins généralistes, aux médecins du travail, aux associations comme le planning familial ou la CFAV, aux délégués du personnel ou encore aux collègues. Nous avons en effet tous un rôle à jouer dans l'écoute et le soutien de la personne victime, mais aussi dans l'évolution des mentalités, puisque souvent le regard des autres, le poids de la société, la culpabilisation empêchent les victimes de dévoiler ces pratiques indignes. La première cause pour une victime, c'est qu'on la croit. Une fois qu'on l'a crue, ça c'est une victoire pour la femme. Donc c'est que comme ça, c'est qu'en les accompagnant, c'est qu'en les écoutant et c'est qu'en s'encourageant entre femmes en milieu professionnel qu'on arrivera à s'en sortir et à éradiquer ce fléau qui sont les violences faites aux femmes en milieu professionnel. Tout à chacun un rôle à jouer au sein de nos sociétés ou de nos administrations respectives. Nous devons être libres de mettre nos mini-jupes, libres de mettre nos décolletés sans qu'on soit confrontés au macho, au machisme, à la domination masculine. Parce que là, nous sommes dans une société où nous sommes battus pour obtenir la parité. Alors maintenant, il faut le mettre en exercice et arrêter avec les préjugés, avec les regards, en disant bon, elle a mis sa petite jupe, eh ben, il faudrait que je lui mette la main à la fesse parce que c'est ce qu'elle a recherché en mettant cette petite jupe. Non, loin de là, c'est que nous sommes dans une république, nous sommes dans des droits de l'homme, enfin où on clame liberté, égalité, fraternité. Nous demandons la liberté de mettre nos mini-jupes si ça nous chante, la liberté de porter nos décolletés et pouvoir travailler sereinement. Il faut savoir se respecter. Donc je pense que nous les hommes, moi j'en fais partie, nous les hommes on doit justement faire abstraction de ces tenues-là et les considérer comme des collègues professionnels qui nous amènent, qu'on doit travailler ensemble, quelle que ce soit leur tenue. Donc moi aujourd'hui, je ne fais pas de distinction entre tenue décolletée ou tenue non décolletée. Moi je vois en face de moi un collègue qui vient faire son travail. Prendre en compte la parole de la personne et la reconnaître en tant que victime, ne pas se laisser intimider et abîmer physiquement ou moralement, lutter à son échelle contre les violences faites aux femmes dans le milieu du travail, mais aussi contre les violences tout court. Nous avons tous notre part à prendre pour rendre notre société plus humaine. Autre association mobilisée ce vendredi dans la lutte contre les violences faites aux femmes, l'association Narik Msada, engagée cette année aux côtés des centres communaux d'action sociale de Lille à la veille d'une autre journée mondiale, celle de la lutte contre le sida, le 1er décembre prochain. Une réunion d'information a été organisée dans la matinée pour prévenir notamment au risque du VIH. Une action pas simple au quotidien lorsque l'on constate par exemple que l'accès aux préservatifs, principal moyen de contraception et de protection, reste encore très difficile à Mayotte. Bastien Sabouré. Luttons ensemble, solidaires. Le credo de l'association Narik Msada prend tout son sens aujourd'hui. Depuis 2003, ces hommes et ces femmes combattent au service de la santé publique. Ce matin au siège, une réunion visant la prévention des risques liés à la sexualité. Les CCAS, les centres communaux d'action sociale, s'engagent pour lutter contre le VIH. Les communes, à travers les CCAS, vont signer une convention qui listera ensuite les différentes actions que les CCAS vont devoir mettre en place pour œuvrer, pour sensibiliser la population. Le 1er décembre prochain aura lieu la journée mondiale de la lutte contre le sida. Des rubans rouges seront accrochés aux CCAS des différentes communes. Et pour celles qui n'en ont pas, ce sera directement sur les mairies que le symbole international de la solidarité vis-à-vis des victimes du sida reluira. C'est une très très bonne chose et j'espère pouvoir continuer ensemble à mettre en place différentes actions de prévention et de sensibiliser le maximum la population, de pousser le maximum la population à se faire dépister, à en parler. La sexualité est souvent prise trop à la légère à Mayotte. L'association soutient et accompagne les personnes vivant avec le VIH. Elle prévient également contre les risques d'infections sexuellement transmissibles comme les hépatites virales. Il y a cette habitude-là d'avoir des rapports non protégés. Alors d'aucuns diront que voilà, c'est plus agréable, bien sûr, sans un bout de plastique. Et du coup, vous avez aussi des femmes qui sont là qui, parce que
elles se retrouvent dans une dépendance économique vis-à-vis de leur partenaire, que ça soit le mari ou peu importe. Du coup, la négociation du préservatif est délicate parce que c'est tout simplement celui qui paye qui décide. C'est aussi simple que ça. Des progrès sont également à faire en ce qui concerne l'accès aux préservatifs. En novembre 2017, seuls 261 patients porteurs du VIH sont suivis au CHM et sur un an, on ne recense que 30 nouveaux cas. Un chiffre bien trop faible au regard de la population totale de l'île. Pourtant, les moyens de dépistage rapide et efficace existent. C'est le cas du TROD. Un TROD, c'est un test rapide. On peut diagnostiquer en 2 minutes si on est porteur ou pas. Bien évidemment, après on oriente les personnes à aller au CHM, à aller se faire dépister pour être sûr du résultat. À partir de janvier, ces tests seront pratiqués dans les locaux de l'association. Cet après-midi, sur la place de la République, un concours de MBWI est organisé. Un événement pour rappeler les risques liés à la sexualité et l'importance du dépistage du sida. Un événement pour s'élever également contre les violences faites aux femmes. C'est une danse traditionnelle féminine qui consiste, qui est pratiquée par deux bouts de bambou. En fait, ce sont les instruments, et les femmes sont là, en fait, se provoquent. Il y en a une qui provoque l'autre, qui dit voilà, celle qui veut rentrer dans le rond. En fait, ça consiste à bloquer le haut du corps, et c'est juste le bas qui doit bouger. Un moyen pour mobiliser, notamment les femmes. Le MBWI rythme la vie des Mahoraises et des associations féminines à Mayotte. À travers le MBWI, les femmes créent les textes de leurs chansons, un moyen idéal pour faire passer des messages. Et la mobilisation continue dans le département jusqu'au 2 décembre prochain. Ce samedi, rendez-vous à partir de 8h30 à Chiconi, où sa grande place, celle de Socotram, accueille une manifestation organisée par le planning familial. Au programme, atelier d'information et de sensibilisation durant toute la matinée à l'occasion de cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Au chapitre social à présent, le premier contact a bien fini par être établi entre la direction et les grévistes de Maïko. Le conflit au sein de la société est arrivé à son premier mois et les parties se sont retrouvées autour d'une table à la diète. Des discussions dans un climat courtois ont permis d'avancer au niveau des négociations. Les deux camps ont été proches d'un accord final, mais un point a finalement empêché la rédaction d'un protocole de fin de conflit. Les explications de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Les négociations ont enfin débuté du côté de Maïko. Ce matin, grévistes et direction se sont retrouvés à la DIECT afin de tenter de mettre fin au bras de fer. Au sortir de la réunion, le bilan était mitigé. On peut dire que les points, les revendications principales ont été, disons, à 98% acceptées ou voilà, on s'est compris sur ce point-là. Après, on était là où ça avait bloqué, c'est quand on est passé sur le point de comment dire, les heures de grève. C'est-à-dire, nous, on avait demandé à ce que nos heures de grève soient payées. Cette année 2017 aurait été marquée par les mouvements de grève de longue durée. Balou, Colas, Total, Maïko, MCG, toutes ces entreprises ont vécu des bras de fer sans précédent, à l'aube d'une année 2018 où l'application du Code du travail de droit commun risque fort de donner lieu à des tensions sociales. Pour le secrétaire général de l'UDFO, il s'agit ni plus ni moins que de la lutte des classes. Et aujourd'hui, on est dans la lutte des classes.
Ceux qui sont dans les classes aisées, les grands patrons, ils font tout pour maintenir la distance entre le bas et le haut. Donc il n'y a pas de classe moyenne, il n'y aura pas d'ascension sociale, il n'y aura rien du tout. Il y a ceux qui ont le capital et les autres qui vont servir ceux qui ont le capital. Il y a le principe que eux ils défendent très bien, c'est qu'il faut rémunérer le capital, il faut payer plus le capital et dévaloriser le travail. Le travailleur doit travailler et ne rien dire, ne rien contester. Et donc moi ce principe-là, je le combats. Un combat, c'est bien ce que mènent les salariés de Maïko. Dans la mesure où aucun accord définitif n'a été trouvé, la grève va donc se poursuivre au moins jusqu'à lundi. Est-ce que lundi il y aura négociation ou pas, je ne sais pas. En attendant, on va continuer la grève. Nous, on ne lâche pas. On ne lâchera pas la grève tant qu'on n'a pas ce qu'on demande. Ne rien lâcher, c'est un mot d'ordre de plus en plus en vogue sur le territoire, avec plus ou moins de succès selon les cas. Culture à présent avec cet événement à suivre ce week-end en Petite Terre. Le Samedi Mouma, organisé par son musée. Cette année, le thème sera axé sur les coulisses de cet antre du patrimoine local. Entrons dans les dessous d'un lieu de conservation de l'histoire de l'île aux lagons avec 2 représentantes du musée. Place aux invités de la rédaction. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Marie-Noëlle Bessier, assistante de conservation, responsable des collections de la documentation du Mouma, et Pauline Gendry, conservatrice du patrimoine, directrice des archives départementales de Mayotte. Alors mesdames, ce samedi, dites-nous un peu quel secret bien gardé le public pourra-t-il découvrir? Je vous en prie. Eh bien, nous allons montrer un petit peu ce qui se passe derrière les objets qu'on expose au musée, parce qu'il y a toujours tout un monde un petit peu méconnu et on va dire des métiers qui sont un petit peu dans l'ombre, et un énorme travail donc de recherche et de documentation à faire. Justement, ces métiers de l'ombre, quels sont ces métiers de l'ombre que le public connaît peu, mais ô combien importants pour la sauvegarde de notre patrimoine, de notre mémoire? Eh ben, je vais parler donc de ce que je fais, par exemple. Donc voilà, il y a ce qu'on appelle un petit peu la régie. Donc ça, c'est quand on doit déplacer les objets. Donc il y a vraiment tout un protocole à suivre. Il y a une réglementation qui est très stricte. Voilà, il y a de la conservation préventive. On conserve les objets, mais c'est pas dans n'importe quelles conditions. Après, il y a toute la documentation, la recherche, et puis les archives également, avec Pauline. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait appel à différents savoir-faire, donc aussi bien des savoir-faire très techniques. On a besoin aussi de gens qui savent manipuler, etc. Et puis des compétences très scientifiques, vraiment très pointues, où il faut avoir des connaissances en histoire de l'art, en ethnologie, pour pouvoir comprendre les objets. Donc, en fait, c'est pas qu'un seul métier, c'est plein de métiers, des métiers très pratiques, très manuels, des métiers plus dans la réflexion, la recherche, qui sont dans les coulisses d'un musée en fait. Alors justement, dans les coulisses d'un musée, on retrouve plusieurs objets, on le voit en image justement. Comment s'effectue la collecte d'un objet ? Alors, pour l'instant, à Mayotte, nous, on en est vraiment aux prémices et au tout début. Donc, ça peut être des gens qui viennent et qui nous donnent les objets. Donc, on prend les dons. Donc, s'il y a des gens qui ont des objets qui pensent peut-être intéresser le musée, n'hésite pas. Voilà, venez, on vous accueillera. Ensuite, il y a tout un travail justement de recherche par rapport à la collecte. Donc, on sait, par exemple, là, on a un mine-bar qui est en train on va dire, qui est un petit peu en péril. On sait où il est et là, on travaille justement avec les gens de la mosquée de Kaweni pour pouvoir essayer justement de collecter cet objet du patrimoine qui pourrait éventuellement se perdre. Et après, il y a plusieurs étapes entre la découverte de l'objet et son installation justement à la vitrine du musée. Ça se passe comment ? Ça, j'ai envie de vous dire, si vous voulez savoir comment ça se passe, vous venez nous voir demain au musée. Il y aura c'est une surprise, ça là, c'est un secret. Donc, c'est l'objet de la conférence en fait de demain. On va vraiment expliquer les étapes de la collecte jusqu'à l'exposition ou la mise en réserve, avec tout ce travail de fourmis, de techniciens, parce que voilà, on a aussi beaucoup de techniciens qui travaillent avec nous. Donc voilà, c'est l'objet, on va dire, de la conférence. Donc venez. Et c'est surtout en fait que effectivement, c'est un travail qui prend beaucoup de temps, c'est-à-dire la partie
mise en vitrine, exposition, animation auprès du public, c'est pas la majeure partie du travail. Et souvent, ça, les gens ne l'imaginent pas, que la majeure partie de notre travail, elle se fait derrière, dans les réserves, dans les bureaux, effectivement, où il y a un très très long et minutieux travail qui est fait sur les objets. Justement, est-ce simple de sauvegarder un objet intact dans notre territoire? On va dire que c'est vraiment une difficulté supplémentaire de se trouver en milieu tropical. Aussi dans un contexte où les gens n'ont pas encore des pratiques envers le patrimoine de conscience, de sauvegarde. Ça commence justement avec des institutions comme le musée, mais c'est pas encore une évidence pour tout le monde. Donc on arrive souvent face à des objets qui sont déjà fortement dégradés. Alors évidemment, le climat, ça fait aussi que ça se dégrade encore plus vite, et que donc on arrive avec un patrimoine qui est déjà pas en très bon état quand nous, on le prend en charge. C'est ça, en général, les objets n'ont pas été conservés dans de très très bonnes conditions. Et ça va être là justement notre rôle d'essayer de mettre en place justement tout ce protocole. Alors le samedi Mouma, un rendez-vous aujourd'hui devenu incontournable. Alors c'est chaque mois, c'est ça ? Alors c'est ça, c'est tous les derniers samedis du mois. On consacre le samedi à faire des animations, des conférences. Il y a toujours une conférence avec des thématiques différentes. Donc avec des animations, des visites guidées qui sont faites par le chargé de mission. Du coup, je conseille vraiment les visites du samedi parce qu'il y a d'autres visites avec les classes. Il y a d'autres visites, si vous demandez et que vous appelez à l'avance, on peut éventuellement programmer des visites. Mais là, pour le coup, c'est vraiment le samedi. Le petit plus, c'est le chargé de mission qui s'occupe des visites. Alors, juste une question qui me vient à l'instant. Avoir ces objets, cette mémoire de notre île entre ses mains, est-ce que c'est une grosse responsabilité ? Oui. Ouais. À quel point ? Oui, il y a même une responsabilité même pénale en tout cas pour les archives, cette responsabilité pénale, elle existe parce que on conserve la mémoire, on conserve le patrimoine. Par exemple, on peut penser à un monument historique. Là, on est sur des objets au musée, mais ça peut être aussi un monument classé, un monument historique. Alors derrière, nous, on a le devoir de sauvegarder ça pour toute la population, parce que c'est le bien de la nation, c'est le bien. Alors c'est le bien d'un patrimoine local, mais aussi ça peut être aussi un patrimoine plus national. Je veux dire, la résidence des gouverneurs, c'est pas juste le patrimoine de Mayotte, c'est aussi un patrimoine d'une histoire particulière, d'une histoire coloniale de la France. On doit sauvegarder ça pour les générations futures. Donc oui, il y a quand même une grosse responsabilité. Donc au niveau du musée, c'est pareil, hein, on a à peu près les mêmes responsabilités. Une fois qu'on fait rentrer un objet au musée, c'est pour l'éternité. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est rentré dans l'inventaire, donc on a ce devoir de le conserver, j'ai envie de dire, pour toujours. Alors des objets à découvrir et à redécouvrir justement demain en petite terre au MUMA. Ce sera à partir de quelle heure, mesdames ? Alors nous, on ouvre à partir de 9h et la conférence sera à partir de 10h30. Merci, mesdames, d'avoir accepté notre invitation et à demain. Merci. Pour, on va dire, ouvrir le secret. Merci beaucoup. 19h22 sur Cosi TV. Merci d'être avec nous. État des lieux à présent du reste de l'actualité locale dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. En marge du 100e congrès des maires de France qui se déroule actuellement à Paris, le président de l'association des maires de Mayotte, Saïd Omar Wali, a saisi le ministre de l'Action et des Comptes publics. Par le biais d'une note, l'association des maires de Mayotte, AMM, demande que des mesures soient prises afin de permettre la constitution de bases fiscales locatives exhaustives dans un délai de 3 ans. Les maires réclament également la baisse de 60% des valeurs locatives à Mayotte et souhaitent la mise en place d'une compensation dynamique à travers une ligne de dotation dédiée. Le président de l'association des maires souhaite par ailleurs que les collectivités mahoraises bénéficient des mécanismes de compensation des exonérations de TH, TFPB et CFE prévus par la loi. La note destinée à Gérald Darmanin contient en annexe un amendement visant à lutter contre une fiscalité jugée confiscatoire par de nombreux ménages mahorais. Dans le cadre du plan d'action décidé au sein du comité opérationnel départemental antifraude, le CODAF, une opération de contrôle des vendeurs de poissons a eu lieu au four à chaud en Petite Terre. Cela a permis de relever 2 vendeurs qui exerçaient la profession sans avoir déclaré leur activité
et ne possédaient aucun moyen de conservation par le froid. Toutes les marchandises contenues dans les glacières ont fait l'objet de certificats de saisie par la DAF. Les gendarmes ont saisi 2 glacières remplies de poissons pour lesquels les propriétaires ne se sont pas fait connaître, ainsi que 2 balances de pesée et divers matériels servant à la préparation du poisson. 2 situations de travail dissimulées et 5 infractions portant sur des mesures d'hygiène, de transformation et de conservation du produit de la pêche ont été constatées. 92 kg de poissons et de poulpes impropres à la consommation ont par ailleurs été saisis et détruits. D'autres contrôles sur les différents points de vente du poisson sur le territoire sont d'ores et déjà programmés. Et le CODAF est décidément très actif. Dans la continuité du plan d'action de contrôle des transporteurs, une autre opération de contrôle des transporteurs de personnes et de marchandises a été organisée le week-end dernier à Mamoudzou. Elle a permis de contrôler une vingtaine de véhicules. Il a été relevé une situation de travail dissimulé et d'exercice illégal de la profession de transporteur. Diverses infractions ont été constatées comme le transport public routier de personnes sans document de contrôle conforme à bord du véhicule ou encore l'absence de lettres de voiture conforme à bord du véhicule effectuant le transport routier des marchandises. Un camion de chantier dont le chauffeur était dépourvu du permis de conduire adéquat s'est vu immobilisé. Comme pour les vendeurs de poissons, les contrôles des transporteurs vont se poursuivre tout au long de l'année 2018. Du sport, de combat plus précisément, avec la 4e édition du Bel Air Fight, gala international de kickboxing et Muay Thai, des arts martiaux populaires au sein de la région. La compétition se tiendra ce samedi à l'île de la Réunion, un événement où Mayotte sera représenté par 2 boxeurs, le champion de France Kevin Oumar et un pur produit local, El Amin Chek, issu du club C2M de Mroalé. Ce jeune espoir des rings ouvrira le bal en Kawan dans la catégorie des moins de 81 kg. Le portrait dans ce reportage. Une puissance de feu à la hauteur d'une grande détermination. Pour El Amin Chek, l'heure du ring a sonné. À 22 ans, le kickboxer participera à son premier Bel Air Fight à l'île de la Réunion. Rendez-vous international où les plus grands combattants sont réunis. Un aboutissement pour ce jeune espoir de la boxe mahoraise. Je tiens à remercier les coachs, le président, et de m'avoir donné ma chance d'aller participer à ce gala. Pour moi, c'est une opportunité de montrer ce qu'on vaut et que c'est un sport honorable. Tous les sacrifices qu'on fait à la salle, arriver sur le ring, c'est comme un cadeau. On nous laisse exprimer ce qu'on a enduré. Il faut prendre du plaisir. Et du plaisir, il en aura certainement. El Amin Chek ouvrira le bal face à un adversaire de taille, le Réunionnais Jérémy Rivière, dans la catégorie des moins 81 kg de Kawan, une discipline alliant poings, pieds et genoux. En matière de préparation, l'athlète, originaire de Combani, ne lésine pas sur les efforts. 3 séances d'entraînement par jour pour un pur talent à polir. Il a tous les atouts pour réussir cette compétition. Donc que ce soit à pied, poing, coup de genou, il se débrouille pas mal. C'est excitant, c'est un challenge qu'on doit relever. Et que voilà, on est prêt, on se prépare, on va essayer de faire de mieux. Pour le club C2M de Mroalé, il s'agit d'une 4e sortie en dehors du territoire. Une nouvelle participation à un grand gala synonyme de challenge. Un processus d'action qui, pour l'association, porte ses fruits. C'est tout un ensemble de travail qui a été fait depuis longtemps. Depuis la création de l'association, ça fait déjà maintenant 3 ans. On s'est structuré, on a formé des entraîneurs, des juges arbitres. On a 8 entraîneurs de BMF1 jusqu'à BMF3, brevet moniteur fédéral. Et puis on a 4 juges arbitres dans l'association. Depuis le temps, on se structure. Donc avoir ce genre d'invitation, pour nous c'est encore grandiose. Ça nous permet encore de mieux se structurer et aller de l'avant. Faire évoluer et valoriser le sport de combat à long terme au sein du territoire. Le centre multisport de Mroalé souhaite relever le défi. Une famille qui au fil des jours s'agrandit. L'association compte actuellement 54 licenciés, dont 8 femmes. Courage à notre champion. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine? Posons la question à notre rédacteur en chef, Pierre Bellucci. Bonsoir. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Qu'est-ce qui a marqué cette semaine l'actualité?
Semaine marquée par du judiciaire d'abord, avec cette condamnation de Moula Issouf Madi, le secrétaire fédéral du Parti Socialiste, ex-maire de M'Tsangamouji. Si cette perquisition à Mamoudzou, on va en parler. Également ces violences dans les établissements scolaires ou aux abords qui continuent et ça devient vraiment dramatique. Et puis aussi cette semaine, des mouvements sociaux, un code du travail qui va s'appliquer très prochainement. Justement, je vous propose de regarder un florilège de réactions toute cette semaine. Je considère que justice a été rendue sur un dossier qui met en évidence des questions essentielles pour la vie collective, des questions de démocratie, des questions de respect de règles, après une enquête exemplaire qui a permis de mettre en évidence les responsabilités. Le tribunal a pris sa décision, elle me paraît conforme à la gravité des faits et je trouve que c'est nécessaire aussi que cette délinquance-là aussi soit sanctionnée de la façon la plus ferme possible. Il y a eu des violences extrêmes, c'était vraiment une guérilla urbaine et nous avons été caillassés pendant plusieurs heures. Il y a eu ici, ce n'était plus une école, ce n'était plus un pays, c'était la guerre. Et nous ne voulons plus connaître cela. Nos élèves ont peur, des tas de gens ont peur. Nous venons parfois ici au travail avec une peur au ventre, ce qui n'est pas normal. Nous voulons vraiment que ça change, et que ça change pour tous d'ailleurs ici à Mayotte. Le code du travail, c'est un outil. Mais cet outil, si au sein des entreprises n'est pas bien utilisé, cet outil ne servira à rien. Donc je pense qu'il faudra qu'on se mobilise tous, qu'il y ait un réel dialogue. Parce qu'à défaut de cela, on sera des ennemis. Et les conséquences, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit au port, que ce soit chez Maïko, que ce soit à la Colas, partout dans les entreprises mahoraises, on est face à des situations quand même qui sont lamentables. Donc je pense qu'il va falloir qu'on se remette à table et qu'on repense ce dialogue social sur le territoire. Pierre, très rapidement, alors on débute tout d'abord par ce tremblement de terre politique avec la condamnation de l'ancien maire de M'Tsangamouji, Moula Issouf Madi. Ce sera 2 ans de prison ferme. 2 ans de prison ferme, alors il faut dire qu'il y a forcément un appel, donc il conteste cette décision, mais c'est vrai que c'est une peine importante, la prison ferme. Il peut y avoir des adaptations avec un bracelet électronique, mais on retient ce qu'a dit le procureur de la République, Camille Miansoni, qui a expliqué qu'effectivement il y avait aussi une délinquance en col blanc, on en parlait hier, et qu'elle doit être aussi sanctionnée, et que justement lui, il prenait à cœur toutes ces affaires. On a eu aussi cette semaine la perquisition du côté de Mamoudzou avec des soupçons quant à des fraudes sur un marché public, la mairie annexe de Mamoudzou à Kaweni. Donc voilà, donc effectivement la justice est en train de se pencher aussi sur ces affaires-là, qui sont des affaires importantes parce qu'on parle d'argent public. Alors Moula Issouf Madi, condamné pour fraude électorale. Un autre phénomène dont on a du mal à éradiquer dans le territoire, la violence qui frappe une fois de plus au sein des zones scolaires du territoire. Oui, effectivement, aux abords et au sein des établissements. Alors, du côté du vice-rectorat, on ne cesse de nous dire non, ce n'est jamais au sein des établissements. Or, c'est faux, on le sait. Les personnels qui sont sur place et qui souvent sont en droit de retrait sont en droit de retrait parce qu'effectivement, il y a un problème de violence aux abords des établissements, mais il y a aussi des problèmes au sein des établissements. Il y a eu un droit de retrait du côté de Kahani cette semaine. Il y a eu un autre droit de retrait pour là, cette fois, des violences. Ça a été confirmé par le vice-rectorat qui explique qu'effectivement, ça s'est passé dans l'établissement au niveau de la cité scolaire du Nord à M'Tsangadoua. Voilà, un élève qui a été agressé dans l'établissement par d'autres élèves. Donc effectivement, c'est une problématique de violence qui touche l'éducation dans son ensemble. Il y a des élèves, il y a des personnes qui sont extérieures à l'éducation, qui sont parfois plus scolarisées et qui viennent aux abords ou qui s'introduisent dans les établissements pour effectivement commettre des actes de violence, mais il y a aussi une vraie problématique de violence sur le territoire et effectivement on ne peut pas dire que c'est uniquement aux abords des établissements. Donc il faut absolument que les autorités elles se penchent sur le sujet et qu'elles trouvent des solutions parce que tout le monde en a marre, que ce soit les jeunes élèves qui vivent effectivement dans la peur comme ça a été dit, mais aussi les personnels d'éducation lorsqu'ils sortent des établissements et voilà, c'est un climat qui ne peut pas durer, on ne peut pas étudier dans ces conditions-là, c'est juste scandaleux, on ne l'accepterait pas ailleurs et à Mayotte on ne doit pas l'accepter. Autre actualité, Pierre, les conflits sociaux dans le territoire, ça commence à se durcir à l'approche justement de l'installation du Code du travail de droit commun. Effectivement, on est à quelques semaines, un peu plus d'1 mois
de l'application du Code du travail de droit commun à Mayotte. On sait que ça va se faire progressivement, mais on sait aussi qu'il va y avoir des discussions parce qu'il y aura des conventions collectives qui vont devoir être appliquées. On aura une année pour justement les appliquer avec un petit rap d'à peu près 6 mois. Mais voilà, on imagine que lorsque l'on voit tous ces conflits sociaux qui sont nés cette année en 2017 sur le territoire, on imagine que ça risque d'être compliqué dans certaines sociétés. Ce dialogue social, ça risque d'être crispé. On a eu quand même des grèves, certaines de près de 3 mois. On pense à Balou, on pense à la Colas, avec parfois pas finalement j'allais dire d'avancée, et forcément ça laisse des traces. Et là, on a entendu Aboudou Moursali qui a expliqué ça va être compliqué, et Dominique Ledémé aussi, qui est en charge du projet Code du travail à Mayotte, lui ne connaît pas forcément le territoire, il est là depuis à peu près 2 ans pour travailler, un peu plus de 2 ans pour travailler là-dessus, et lui-même a dit oui, je pressens cette année 2018, ça va être très compliqué. On espère que ça va bien se passer, mais il y a des risques que ce code du travail, il ne s'applique pas dans les meilleures conditions, en tout cas qu'il y ait des discussions qui soient très très tendues. Et bien évidemment, on suivra cela de très près. Bien sûr. Merci Pierre pour ce hashtag que retenir de l'actualité. Merci à vous également. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, les temps de parole de ce vendredi lors de la matinale de Cauzy. Une matinale que vous retrouverez dès lundi à 6 h pour un décryptage de l'actualité locale. Je vous retrouve avec plaisir à 19 h pour un nouveau JTM. Belle soirée à tous sur Cauzy.